Quand mon mari, Mathieu, m'a annoncé que nous étions invités au réveillon de Noël chez ses parents, j'ai hésité. Je ne me suis jamais vraiment sentie la bienvenue dans sa famille, mais je pensais que peut-être, juste peut-être, cette année serait différente. Il m'a assuré que tout se passerait bien, que sa mère avait même demandé quel était mon plat préféré. Je me suis accrochée à ce petit espoir en choisissant une robe modeste et en emballant les sablés de Noël que j'avais préparés pour tout le monde. Leur maison à Strasbourg était magnifique, une vieille bâtisse alsacienne décorée avec goût pour les fêtes. J'avais passé 3 jours à préparer mes cadeaux, choisissant avec soin des présents personnalisés pour chaque membre de la famille. Ma belle-mère, Françoise, collectionnait les boules à neige, j'en avais trouvé une rare de la cathédrale de Strasbourg. Pour mon beau-père, Bernard, un amateur de vin, j'avais déniché une bouteille de Gewürztraminer d'un petit producteur local. Même pour la tante Élise, que je n'avais rencontrée qu'une fois, j'avais trouvé un foulard en soie aux motifs alsaciens. La maison scintillait de lumière chaleureuse et résonnait de rire quand nous sommes arrivés. L'air embaumait la cannelle, la dinde rôtie et la nostalgie des Noëls d'antan. Le sapin trônait majestueusement dans le salon, décoré de boules rouges et or, avec une étoile brillante à son sommet. Des guirlandes lumineuses encadraient les fenêtres, projetant une lueur dorée sur la neige qui tombait doucement dehors. J'ai salué tout le monde poliment, offrant mes sablés, mais j'ai remarqué que certains sourires étaient forcés, et d'autres ne faisaient même pas l'effort. Je me suis dit que j'imaginais des choses. Peut-être était-ce simplement de la nervosité. Mathieu a rapidement retrouvé ses marques d'enfance, bavardant avec ses cousins et riant avec ses frères, me laissant pratiquement seule. Je l'observais de loin, si à l'aise dans ce monde qui était le sien mais pas le mien. Né et élevé en Alsace, il connaissait toutes les traditions, toutes les blagues familiales, tous les non-dits que moi, venu du Sud, je ne pouvais pas saisir. J'ai quand même aidé à la cuisine, complimenté le sapin, et essayé de me sentir comme si j'appartenais à cette famille. Je me répétais que j'en faisais partie maintenant. Cela faisait 3 ans que j'étais mariée à Mathieu, 3 ans que j'essayais de me faire accepter. Sa mère me demandait toujours comment allaient mes parents du Sud, comme si venir de Montpellier me rendait étrangère à leur Alsace bien-aimée. Son père ne m'adressait presque jamais la parole directement, préférant parler à Mathieu de moi à la 3e personne, même quand j'étais dans la pièce. Au début, j'avais mis leurs attitudes sur le compte de la différence culturelle. L'Alsace et le Languedoc, 2 régions si distinctes, avec leurs propres traditions, leurs propres dialectes. J'avais appris quelques mots en alsacien, essayé de cuisiner des spécialités locales, tenté de m'intégrer. Mais au bout de 3 ans, je commençais à comprendre que le problème n'était pas d'où je venais, mais simplement que je n'étais pas celle qu'ils avaient imaginée pour leur fils. Alors que je disposais les verres sur la table suivant les instructions précises de Françoise, j'ai surpris une conversation entre elle et la cousine Marguerite. Elle laissait tellement fort, la pauvre, disait ma belle-mère avec un soupir théâtral. Mathieu aurait pu épouser Caroline, tu sais. Elle est maintenant directrice à la banque. Et de bonne famille alsacienne, en plus. La cousine a répondu par un murmure que je n'ai pas pu entendre, mais le rire qui a suivi m'a transpercé comme une lame glacée. Pourtant, je gardais mon sourire. J'avais promis à Mathieu de faire un effort, et je tiendrais parole. Mais au fond de moi, quelque chose me rongeait, une intuition que cette soirée n'allait pas se terminer comme je l'espérais. Une appréhension grandissante, comme un nuage sombre qui s'étendait lentement en moi, obscurcissant le petit espoir que j'avais nourri. La table était magnifiquement dressée, avec la vaisselle ancienne de famille, celle qui ne sortait que pour les grandes occasions. Les bougies projetaient des ombres dansantes sur la nappe en dentelle blanche. Tout était parfait, traditionnel, exactement comme le voulait Françoise. Je me suis assise à côté de Mathieu, serrant discrètement sa main sous la table. Il m'a souri distraitement avant de se tourner vers son frère Thomas pour discuter de leur dernier voyage de ski. Je me suis retrouvée entre lui et la grand-tante Solange, une dame âgée qui avait passé les 15 dernières minutes à me parler de Caroline, l'ex-petite amie de Mathieu, et de « quel dommage que ça n'ait pas marché entre eux ». Mais je tenais bon. Je souriais, je hochais la tête, je remplissais les verres de vin quand ils étaient vides. J'étais déterminée à ne pas montrer à quel point leurs pics subtils et leurs silences éloquents me blessaient. Je voulais croire que cette année serait différente, mais au fond de moi, je savais déjà que ce ne serait pas le cas.
Nous nous sommes tous rassemblés autour de la table, et la nourriture était aussi délicieuse qu'elle sentait bon. Françoise avait préparé tous les plats traditionnels alsaciens, la choucroute garnie, le baekehof, les spätzle maison, et bien sûr, le kouglof pour le dessert. Elle ne manquait jamais une occasion de me rappeler que ces recettes se transmettaient dans leur famille depuis des générations, un héritage auquel je n'aurais jamais accès. La conversation coulait naturellement, souvenirs d'enfance, plaisanteries, taquineries affectueuses. Je participais quand je le pouvais, mais ma voix était souvent couverte par d'autres ou poliment ignorée. À un moment donné, j'ai fait un commentaire sur une anecdote que Mathieu racontait, et son frère Thomas a répondu par un « Oh, pardon, qu'est-ce que tu disais ?» avant de continuer comme si je n'avais jamais parlé. « Et tu te rappelles, Mathieu, quand papa nous emmenait au marché de Noël sur la place Kléber ?» a demandé Thomas en se resservant du vin. On se cachait toujours près du grand sapin pour manger en secret les bredelles que maman nous avait interdit avant le dîner. Mathieu a éclaté de rire. Et cette fois où on a renversé le vin chaud de tante Élise sur le manteau de fourrure de madame Lambert. Cette pauvre femme, a ajouté Françoise avec un sourire nostalgique. Elle n'a plus jamais remis les pieds chez nous. Je me souviens d'un Noël comme ça à Montpellier, ai-je commencé, saisissant l'ouverture. Ma mère préparait toujours les 13 desserts traditionnels provençaux et les traditions du Sud, m'a coupé Bernard avec un geste vague de la main. Tellement coloré. Mais en Alsace, tu sais, Noël a toujours eu une importance particulière. C'est quelque chose qu'il faut avoir vécu depuis l'enfance pour vraiment comprendre. J'ai hoché la tête en silence, encore une fois rappelé à ma place d'étrangère. Mathieu n'a rien dit. Il n'a pas défendu mes traditions familiales ni fait remarquer la rudesse de son père. Il a simplement continué à manger son baekehof comme si rien ne s'était passé. Après le dîner, nous sommes passés au salon pour le café et les digestifs. Bernard a sorti sa précieuse bouteille de kirsch, une eau-de-vie de cerise produite par un ami distillateur de Kaisersberg. Tout le monde a été servi dans de petits verres en cristal, chacun levant son verre pour un toast. Sauf moi. Quand est venu mon tour, Bernard a simplement passé à la personne suivante, comme si ma place sur le canapé était vide. J'ai regardé Mathieu, attendant qu'il remarque, qu'il dise quelque chose. Mais il était occupé à discuter avec son cousin Pierre des dernières élections municipales. J'ai fini par me lever discrètement pour me servir moi-même, provoquant un haussement de sourcils désapprobateur de Françoise. « Tu ne devrais pas te servir seule, ma chérie, a-t-elle dit d'une voix mielleuse. Ce kirsch est très fort. Les femmes du Sud n'y sont pas habituées. J'ai avalé ma réplique avec une gorgée de kirsch qui m'a brûlé la gorge. Je me suis promis de rester calme, pour Mathieu, pour la paix familiale à laquelle il tenait tant. Je me suis assise près de la fenêtre, observant la neige qui continuait de tomber doucement sur la rue pavée. Les lumières du marché de Noël scintillaient au loin, et je me suis surprise à souhaiter y être, seule mais libre, plutôt qu'ici, entourée mais invisible. Puis est venu le moment des cadeaux. Un par un, les paquets ont été distribués. Emballage brillant, embrassades chaleureuses, rires ravis. J'applaudissais pour chacun, admirant le soin apporté au présent, attendant patiemment mon tour. Mathieu a reçu un magnifique pull en cachemire de la part de ses parents, des livres de ses frères, une écharpe tricotée main de sa grand-tante Solange. J'ai observé son visage s'illuminer à chaque cadeau, me rappelant pourquoi je l'aimais tant, cette joie simple et sincère qu'il savait exprimer. Chacun admirait ses cadeaux, les autres cadeaux, tous les cadeaux. Françoise s'extasiait sur le service à thé en porcelaine que lui avait offert sa sœur. Bernard essayait déjà le chapeau que ses fils lui avaient acheté. Même le petit Louis, le neveu de 4 ans, jouait avec son nouveau train en bois. Mais la pile a diminué. Et puis, elle a disparu. Tout le monde avait reçu quelque chose. Tout le monde sauf moi. Un silence gêné est tombé, et j'ai senti des regards se poser sur moi, puis se détourner. Mathieu a ri nerveusement, se grattant l'arrière de la tête. Sa mère, avec son sourire froid caractéristique, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Oh, ma pauvre, on a oublié que tu existais. » Des rires ont suivi, certains sincères, d'autres hésitants. Même Mathieu a ri. Mon cœur s'est serré. J'ai cligné rapidement des yeux et souri. « Ce n'est pas grave, ai-je dit doucement. Mais moi, je ne me suis pas oublié. » Le petit Louis,
dans son innocence d'enfant, a tiré sur la manche de sa grand-mère. Pourquoi tata Claire n'a pas de cadeau, a-t-il demandé avec la franchise des enfants. Françoise a caressé ses cheveux. Ce n'est pas vraiment ta tante, mon chéri. Et puis, elle n'est pas d'ici, elle ne comprend pas toutes nos traditions. Mais à Noël, tout le monde doit avoir un cadeau, a insisté Louis, fronçant les sourcils avec une conviction touchante. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je les ai retenues. Ce petit garçon était le seul à voir l'injustice de la situation. Mathieu, lui, s'était contenté de dévier le regard, examinant soudain avec un intérêt fasciné les motifs de son nouveau pull. C'est à ce moment précis que quelque chose s'est brisé en moi. Pas bruyamment, pas violemment. Juste un petit clic silencieux, comme une clé tournant dans une serrure. J'ai soudain vu cette famille pour ce qu'elle était vraiment, un groupe de personnes tellement enfermées dans leurs traditions et leurs préjugés qu'elles en avaient oublié la simple courtoisie humaine. Et Mathieu, mon Mathieu, que j'aimais tant, n'était pas différent. Il avait choisi son camp il y a longtemps, bien avant que je n'entre dans sa vie. Il avait choisi le confort de l'approbation familiale plutôt que le courage de défendre sa femme. J'ai regardé autour de moi, cette pièce pleine de gens qui, après 3 ans, me traitaient encore comme une intruse. Comme si ma présence était une erreur qui serait un jour corrigée. Comme si Mathieu finirait par revenir à la raison et épouser une gentille fille alsacienne qui comprendrait leurs blagues, qui connaîtrait leurs traditions, qui serait des leurs. La douleur s'est transformée en une étrange clarté. Je me suis levée lentement, sentant tous les regards se tourner vers moi. J'ai lissé ma robe, respiré profondément, et souri. Pas le sourire forcé que j'avais maintenu toute la soirée, mais un sourire différent. Un sourire qui disait que j'avais compris, enfin. Je me suis levée et je suis allée chercher mon sac à main. En fait, ai-je dit en me retournant pour leur faire face, j'ai apporté quelque chose pour vous tous. Un silence s'est installé dans la pièce tandis que je tendais à Mathieu une élégante enveloppe noire. C'est pour que tu la lises à haute voix, ai-je dit. Il semblait confus mais l'a ouverte. L'atmosphère a changé lorsqu'il a commencé à lire. À la famille de Mathieu, merci de m'avoir montré exactement où je me situe. Merci pour le silence, les regards invisibles, et la chaise vide de reconnaissance. Sa voix tremblait légèrement alors qu'il continuait. Ce n'est pas une vengeance, juste de la clarté. Et la clarté est le plus grand cadeau que je puisse offrir à vous, et à moi-même. Les murmures ont commencé. J'ai regardé leur visage, autrefois suffisant et plein de joie festive, maintenant tendu et incertain. Les mains de Mathieu tremblaient. Sa mère ne souriait plus. Qu'est-ce que cela est censé signifier, a-t-elle demandé froidement. J'ai simplement répondu, cela signifie que j'ai fini d'essayer d'appartenir à des gens qui n'ont jamais voulu de moi ici. Françoise s'est redressée sur son siège, son visage un masque de dignité offensée. Je ne comprends pas pourquoi tu réagis de cette façon, Claire. Nous t'avons toujours traité comme l'une des nôtres. Sa voix était calme, mesurée, mais ses yeux lançaient des éclairs. Non, Françoise, vous ne l'avez jamais fait, ai-je répondu doucement mais fermement. Depuis 3 ans, je suis la fille du Sud, celle qui ne comprend pas. Nos traditions, celle qui a pris la place de Caroline. Jamais simplement Claire. Jamais simplement votre belle-fille. Bernard s'est éclairci la gorge, visiblement mal à l'aise. Et tu exagères, ma petite. Si nous t'avons offensé d'une quelconque manière, c'était involontaire. J'ai souri tristement. Est-ce involontaire d'oublier d'acheter un cadeau uniquement pour moi? Est-ce involontaire de me servir systématiquement la dernière, ou pas du tout? Est-ce involontaire de couper chacune de mes tentatives de partager mes propres traditions? J'ai secoué la tête. Non, ce n'est pas de l'inattention. C'est un choix. Thomas a lancé un regard accusateur à Mathieu. Tu ne pouvais pas la contrôler? C'est Noël, bon sang, elle gâche tout. Me contrôler, ai-je répété, incrédule. Est-ce ainsi que vous voyez les choses? Mathieu devrait me contrôler pour que je continue à sourire pendant que vous m'humiliez? Mathieu se tenait là, l'enveloppe toujours à la main, tiraillé entre sa famille et moi. Je pouvais voir le conflit dans ses yeux, la panique, la confusion. Il n'avait jamais imaginé que je puisse un jour me tenir debout et dire ce que je ressentais vraiment.
J'avais toujours été celle qui faisait des compromis, qui s'excusait, qui s'adaptait. Ce soir, j'étais différente, et cela le terrifiait. Claire, a-t-il finalement dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. Tu ne penses pas que tu en fais un peu trop? C'était juste une plaisanterie. Une plaisanterie? J'ai laissé échapper un petit rire sans joie. Est-ce une plaisanterie quand ta mère dit à ton neveu que je ne suis pas vraiment sa tante? Est-ce une plaisanterie quand ton père ignore délibérément ma présence? Est-ce une plaisanterie quand, semaine après semaine, mois après mois, année après année, je suis traitée comme une invitée indésirable dans cette famille? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler mes émotions. Et le pire, Mathieu, c'est que tu le vois. Tu le vois et tu ne dis rien. Tu laisses faire. Tu ris avec eux. Tu choisis leur confort plutôt que mon respect. Un silence lourd est tombé sur la pièce. Même le petit Louis avait cessé de jouer avec son train, observant les adultes avec de grands yeux inquiets. Françoise s'est levée, droite comme un i, son visage un masque de contrôle parfait. Je pense qu'il serait préférable que tu partes, Claire, a-t-elle dit d'une voix qui ne souffrait aucune contradiction. Tu es visiblement bouleversée et tu dis des choses que tu regretteras plus tard. J'ai hoché la tête lentement. Oui, je vais partir. Mais non, je ne regretterai pas d'avoir dit la vérité. Pas cette fois. J'ai ramassé mon manteau et mon écharpe, ignorant les regards stupéfaits autour de moi. Personne n'avait jamais défié Françoise dans sa propre maison. Personne n'avait jamais remis en question l'image parfaite de la famille heureuse et unie qu'elle s'efforçait de maintenir. Alors que j'enfilais mon manteau, j'ai aperçu les cadeaux que j'avais apportés, toujours dans mon sac, jamais distribués. J'ai hésité un instant, puis j'ai décidé de les laisser. Ce n'était plus important maintenant. Mathieu m'a suivi dans l'entrée, attrapant mon bras alors que j'ouvrais la porte. Attends, a-t-il supplié, son visage tordu par le conflit intérieur. Ne pars pas comme ça. C'est Noël. J'ai regardé l'homme que j'aimais, cet homme qui n'avait jamais compris à quel point son silence m'avait blessé. Oui, c'est Noël, ai-je dit doucement. Un temps pour la vérité, pour la lumière. Et la vérité, Mathieu, c'est que tu ne m'as jamais vraiment choisi. C'est faux, a-t-il protesté, sa voix se brisant. Je t'ai épousé. Je t'ai choisi ce jour-là. Tu m'as épousé, ai-je acquiescé. Mais chaque jour depuis, tu as choisi de ne pas me défendre, de ne pas me soutenir, de ne pas exiger que je sois traitée avec respect. Ce n'est pas un choix unique, Mathieu. C'est un choix que tu fais chaque jour, et chaque jour, tu choisis mal. J'ai ouvert la porte, laissant entrer l'air froid de la nuit de Noël. La neige tombait toujours, recouvrant la ville d'un manteau blanc et silencieux. J'ai ressenti un étrange sentiment de paix, comme si cette tempête intérieure qui couvait depuis si longtemps avait enfin éclaté, me laissant vider mes étrangement sereine. Je rentrerai quand tout le monde sera parti, ai-je dit. Je prendrai mes affaires. Tu pourras dire à ta famille ce que tu veux, que j'étais hystérique, que j'ai surréagi, que je suis une étrangère qui ne comprend pas les coutumes alsaciennes. Mais au fond de toi, tu sauras la vérité. Mathieu a tendu la main vers moi, mais je me suis écartée. Claire, s'il te plaît. Un non, Mathieu. Pas cette fois. Cette fois, je me choisis moi-même. Je suis sortie dans la nuit froide, les étoiles scintillant faiblement à travers les nuages. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je ne pouvais pas rester là. Pas avec des gens qui me faisaient sentir insignifiante. Pas avec un homme qui ne me défendait pas quand j'en avais le plus besoin. J'ai marché le long des rues pavées, passant devant les fenêtres illuminées des maisons où d'autres familles célébraient Noël. J'ai pensé à ma propre famille, loin dans le sud, qui avait tenté de me prévenir que ce mariage était peut-être une erreur. Je ne les avais pas écoutés. J'avais été aveuglée par l'amour, par l'espoir, par la conviction naïve que l'amour suffisait à surmonter toutes les différences, tous les préjugés. Mes pas m'ont mené jusqu'à la place de la cathédrale, où le grand marché de Noël de Strasbourg battait encore son plein malgré l'heure tardive. Les étals en bois décorés de guirlandes lumineuses offraient vin chaud, pain d'épices et artisanat local. La grande cathédrale se dressait, majestueuse et rassurante, au-dessus de la foule joyeuse. Je me suis arrêtée devant un stand vendant des petites boules à neige de la cathédrale,
exactement comme celle que j'avais achetée pour Françoise. J'ai laissé échapper un rire amer à cette ironie. Je m'étais tellement efforcée de leur plaire, de m'intégrer, d'être celle qu'ils voulaient que je sois. Et tout ce temps, j'avais perdu de vue qui j'étais vraiment. Mathieu m'a rejointe sur la place de la cathédrale, essoufflé d'avoir couru dans les rues enneigées. Son écharpe pendait négligemment autour de son cou, et il n'avait même pas pris la peine de boutonner correctement son manteau. Ses joues étaient rouges, autant à cause du froid que de l'émotion. « Comment as-tu pu me faire ça ?» a-t-il demandé, sa voix basse et urgente pour ne pas attirer l'attention des passants qui déambulaient joyeusement entre les chalets du marché de Noël. « Comment as-tu pu m'humilier comme ça devant toute ma famille ?» Je l'ai regardé, les larmes montant mais refusant de couler. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Parce que ton silence m'humilie chaque jour, Mathieu. Tu les laisses me traiter comme si je n'existais pas, et ce soir, tu t'es joint à eux. Le vin chaud que j'avais acheté à un stand voisin réchauffait mes mains à travers mon gobelet en carton. L'odeur de cannelle et d'orange me rappelait d'autres Noëls, des Noëls plus heureux à Montpellier avec ma famille. Des Noëls où je n'avais pas besoin de prétendre être quelqu'un d'autre. « Tu exagères tout » a-t-il insisté, passant une main dans ses cheveux déjà ébouriffés par le vent. C'était une simple plaisanterie. Ma mère ne pensait pas à mal. Une plaisanterie ? J'ai secoué la tête, incrédule. Mathieu, ce n'est jamais juste une plaisanterie quand il s'agit de faire sentir quelqu'un petit et insignifiant. Et tu as ri quand je souffrais. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Il a haussé les épaules, impuissant. Que je crée une scène le soir de Noël ? Tu connais ma mère, elle. Exactement. Je l'ai coupée. Je connais ta mère. Et ton père. Et tes frères. Je les connais depuis 3 ans, Mathieu. 3 ans à être traitée comme une étrangère, comme une intruse, comme une erreur que tu finiras par corriger. Ma voix s'est brisée sur ces derniers mots, mais j'ai rapidement repris contenance. Et pendant ces 3 ans, tu n'as jamais, pas une seule fois, pris ma défense. Autour de nous, la vie continuait. Des familles riaient, des amoureux se tenaient par la main, des enfants s'émerveillaient devant les décorations étincelantes. La grande horloge astronomique de la cathédrale a sonné 10 heures, ses carillons résonnant dans l'air froid. « Tu ne comprends pas » a-t-il murmuré, regardant ses pieds. « C'est ma famille. C'est compliqué. » Je comprends parfaitement, Mathieu. C'est ta famille, et je n'en fais pas partie. C'est aussi simple que ça. Il a tendu la main pour toucher mon bras, mais je me suis écartée. Claire, s'il te plaît. Rentrons à la maison. On peut en discuter calmement, trouver une solution. J'ai laissé échapper un petit rire sans joie. Une solution ? Quelle solution proposes-tu ? Que je continue à sourire quand ta mère m'insulte ? Que je fasse semblant de ne pas remarquer quand ton père m'ignore ? Que je prétende que tout va bien quand tes frères se moquent de mes origines ? Ils ne sont pas si terribles, a-t-il protesté faiblement. Tu es trop sensible, c'est tout. Ils ont leur façon de faire, leur tradition. Il faut du temps pour s'intégrer. Du temps ? J'ai répété, incrédule. 3 ans, Mathieu. 3 ans, ce n'est pas assez de temps. Il n'a pas répondu, se contentant de fixer le sol neigeux. Les lumières de Noël se reflétaient dans les flaques d'eau fondue, créant des motifs dansant à nos pieds. J'ai pensé à notre appartement, à seulement quelques rues de là. Un joli 2 pièces dans le quartier de la Petite France, avec ses poutres apparentes et sa vue sur les canaux. Un espace que j'avais tenté de rendre chaleureux, d'imprégner de notre personnalité commune. Mais même là, l'influence de Françoise se faisait sentir. Les rideaux qu'elle avait choisis, le service de table traditionnel qu'elle nous avait offert, les cadres photos où figuraient tous les membres de la famille qu'elle aire sauf les miens. Je ne rentrerai pas ce soir, ai-je finalement dit. J'ai besoin d'espace, de réfléchir. Mais où vas-tu aller ? Son visage s'est crispé d'inquiétude. Il est tard, il fait froid, c'est Noël. Il y a l'hôtel du Corbeau juste à côté. Ils auront bien une chambre. J'ai fini mon vin chaud et jeté le gobelet vide dans une poubelle proche. Ne t'inquiète pas pour moi, Mathieu. C'est peut-être la première fois en 3 ans que je prends soin de moi-même.
Et tu ne peux pas faire ça, a-t-il protesté, la panique montant dans sa voix. Ma famille va penser que... Que quoi? Que tu n'as pas su me contrôler, comme dirait ton frère? J'ai secoué la tête tristement. C'est exactement le problème, Mathieu. Tu t'inquiètes de ce que ta famille va penser, pas de ce que je ressens. J'ai commencé à m'éloigner, mais il m'a rattrapé, me saisissant par le bras plus fermement cette fois. Claire, arrête. Tu te comportes comme une enfant. C'était juste un cadeau oublié, pour l'amour du ciel. Tu ne peux pas détruire notre mariage pour si peu. Je me suis dégagée, la colère montant en moi. Ce n'est pas si peu, Mathieu. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase après 3 ans d'humiliation et de rejet. Et ce n'est pas moi qui détruis notre mariage. C'est ton silence qui l'a détruit petit à petit, jour après jour. Son visage s'est fermé, cette expression butée que je connaissais si bien apparaissant sur ses traits. Très bien. Fais comme tu veux. Mais ne viens pas te plaindre si ma mère ne veut plus jamais te voir après ça. Est-ce censé me faire peur, Mathieu? Parce que là, tout de suite, l'idée de ne plus jamais avoir à subir le mépris de Françoise me semble plutôt attrayante. Il a secoué la tête, comme s'il ne me reconnaissait plus. Je ne sais pas ce qui t'arrive, Claire. Tu n'es pas toi-même ce soir. Au contraire, ai-je répondu doucement. Pour la première fois depuis longtemps, je suis exactement moi-même. Je me suis éloignée, le laissant debout près du grand sapin illuminé de la place. J'ai senti son regard me suivre alors que je traversais la foule, mais il n'a pas tenté de me rattraper cette fois. L'hôtel du Corbeau était un petit établissement historique situé dans une ruelle adjacente à la cathédrale. Sa façade à colombages, typique de l'architecture alsacienne, était ornée de guirlandes lumineuses et d'une couronne de sapins. À ma grande surprise, ils avaient encore une chambre disponible petite mais confortable, avec une vue sur les toits enneigés de Strasbourg. Allongé sur le lit, j'ai contemplé le plafond à poutres apparentes. Mes pensées tourbillonnaient comme la neige dehors. J'avais quitté ma belle famille, confronté Mathieu, et maintenant je me retrouvais seule un soir de Noël dans une chambre d'hôtel. Ce n'était pas ainsi que j'avais imaginé cette soirée. Mon téléphone a vibré plusieurs fois. Des messages de Mathieu, alternant entre colère, confusion et supplication. Ma mère est bouleversée, tu as tout gâché, s'il te plaît, reviens, je ne te comprends plus. J'ai éteint mon téléphone et l'ai posé sur la table de nuit. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un étrange sentiment de libération. Comme si un poids que je ne savais même pas porter avait été retiré de mes épaules. Je me suis levée et j'ai ouvert la fenêtre, laissant l'air froid de la nuit alsacienne envahir la pièce. Au loin, j'entendais encore la musique du marché de Noël, des chants traditionnels mêlés au rire des derniers fêtards. La cathédrale se dressait, majestueuse et sereine, comme elle l'avait fait depuis des siècles, témoin silencieux de tant de drames humains. J'ai pensé à ma famille, à Montpellier. À ma mère qui m'avait appelé la veille pour me souhaiter un joyeux Noël, la nostalgie perçant dans sa voix quand elle évoquait les traditions que nous ne partagions plus. À mon père qui, derrière sa rudesse apparente, n'avait jamais manqué de me demander si j'étais heureuse, vraiment heureuse, avec ce garçon du Nord. À ma sœur Élise qui m'avait toujours dit que je méritais mieux que d'être traitée comme une étrangère par ma belle famille. Peut-être avait-il raison, finalement. Peut-être avais-je passé ces 3 dernières années à essayer de m'intégrer dans une famille qui ne voulait pas de moi, négligeant au passage les personnes qui m'aimaient vraiment pour ce que j'étais. J'ai fermé la fenêtre et me suis recouchée, épuisée mais étrangement calme. Je ne savais pas ce que demain apporterait, mais pour ce soir, j'avais fait un choix. J'avais choisi ma dignité, ma vérité. Et pour la première fois depuis longtemps, je m'étais choisi moi-même. J'ai passé cette nuit de Noël dans une chambre d'hôtel modeste mais paisible. J'ai pris une longue douche chaude et me suis assise sur le lit avec une tasse de thé, réfléchissant à la tempête émotionnelle que je venais de traverser. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais puissante non pas parce que j'avais blessé quelqu'un, mais parce que j'avais enfin pris position pour moi-même. Le matin suivant, je me suis réveillée avec les premiers rayons du soleil qui se reflétaient sur la neige fraîche. Strasbourg était magnifique sous son manteau blanc, presque irréel dans son calme du lendemain de Noël. J'ai commandé un petit déjeuner en chambre, un café au lait, des viennoiseries encore chaudes, et un peu de confiture d'oranges amères.
Simple, mais réconfortant. J'ai rallumé mon téléphone pour découvrir une vingtaine de messages et d'appels manqués de Mathieu. Le dernier, envoyé vers 4 heures du matin, disait simplement « Je suis désolée. Appelle-moi quand tu pourras. » Je n'étais pas prête. Pas encore. À la place, j'ai appelé ma sœur Élise à Montpellier. Elle a décroché presque immédiatement, malgré l'heure matinale. « Claire ? Tout va bien ?» Sa voix était chaude, inquiète, sincère. Les mots se sont bousculés hors de ma bouche, le récit de la soirée de Noël se déversant comme un torrent longtemps contenu. Élise a écouté sans m'interrompre, émettant parfois de petits sons indignés quand je décrivais le comportement de ma belle famille. « Je suis désolée que tu aies dû vivre ça, a-t-elle dit finalement. Mais je suis fière de toi, Claire. Tu as fait ce que tu aurais dû faire depuis longtemps. Je ne sais pas quoi faire maintenant, ai-je admis. Je ne suis pas sûre de pouvoir retourner dans cet appartement, de continuer comme avant. » Alors ne le fais pas, a répondu Élise simplement. Viens à la maison pour quelques jours. Réfléchis à ce que tu veux vraiment. Pas à ce que Mathieu veut, ni à ce que sa famille attend de toi. Ce que toi, Claire Leroy, tu veux pour ta vie. J'ai souri malgré mes larmes. C'était si typique d'Élise, directe, pratique, sans fioriture. Elle avait toujours été mon ancre, celle qui me ramenait à l'essentiel quand je me perdais dans les complications. Je vais y réfléchir, ai-je promis. Mais d'abord, je dois parler à Mathieu. Après avoir raccroché, j'ai réservé la chambre pour 2 nuits supplémentaires. Je n'étais pas prête à affronter notre appartement, les traces de notre vie commune, les compromis que j'avais faits année après année. J'ai envoyé un message bref à Mathieu, je vais bien. Je reste à l'hôtel quelques jours. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Sa réponse a été presque immédiate, s'il te plaît, rentrons à la maison et parlons. Je suis désolée pour hier soir. Ce n'est pas juste hier soir, Mathieu. C'est notre vie depuis 3 ans. J'ai besoin de temps. Il n'a pas insisté davantage, ce qui m'a surprise. Peut-être commençait-il enfin à comprendre. Ce jour-là, j'ai marché dans Strasbourg comme si je la découvrais pour la première fois. Pas comme la ville de Mathieu, pas comme le territoire de sa famille, mais comme un lieu neutre, avec ses propres beautés et histoires. J'ai visité la cathédrale, non pas comme l'épouse de Mathieu Keller, mais comme Claire Leroy, photographe passionnée qui avait mis sa carrière entre parenthèses pour suivre son mari dans sa ville natale. La photographie. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas pensé à moi comme une photographe. À Montpellier, j'avais commencé à me faire un nom dans la photographie d'architecture, capturant la lumière méditerranéenne sur les bâtiments anciens et modernes. J'avais même exposé dans quelques galeries locales. Puis j'avais rencontré Mathieu, tombée amoureuse, et tout avait changé. J'ai sorti mon téléphone et commencé à prendre des photos. Pas des selfies touristiques, mais des clichés artistiques, la lumière hivernale sur les façades à colombage, les reflets dans les flaques gelées, les ombres des gargouilles sur la neige. Pour la première fois depuis longtemps, je regardais le monde à travers mes yeux de photographe, pas ceux de l'épouse de Mathieu essayant de s'intégrer. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec une thérapeute. Dr Lambert avait été recommandé par la réceptionniste de l'hôtel, qui avait remarqué mes yeux rougis. Elle est excellente, m'avait-elle assuré. Et elle parle aussi bien français que provençal, si jamais ça vous manque. Le cabinet de Dr Lambert était chaleureux, décoré avec goût mais sans ostentation. Elle-même était une femme d'une 50aine d'années, aux yeux vifs et à la présence apaisante. Je lui ai raconté mon histoire, maladroitement d'abord, puis avec plus d'assurance. Ce que je remarque, a-t-elle dit après m'avoir écouté attentivement, c'est que vous parlez beaucoup de ce que les autres attendent de vous, mais très peu de ce que vous attendez de vous-même. Cette phrase m'a frappée par sa justesse. J'avais passé tellement de temps à essayer d'être la belle-fille parfaite, l'épouse parfaite, que j'avais perdu de vue mes propres désirs et ambitions. Quand avez-vous pris votre dernière photo professionnelle, Claire, m'a-t-elle demandé. J'ai réfléchi. Juste avant mon mariage. Il y a 3 ans. Et pourquoi avez-vous arrêté? Mathieu a eu cette opportunité de travail à Strasbourg. Je l'ai suivi. J'ai essayé de continuer, mais je ne connaissais personne ici,
je n'avais pas de réseau, et puis sa mère a suggéré que je cherche un vrai travail en attendant. En attendant quoi? La question m'a prise au dépourvu. Je ne sais pas. Peut-être est-il temps de ne plus attendre, Claire. En sortant de cette première séance, j'ai ressenti un mélange d'épuisement et de clarté. J'ai marché jusqu'au parc de l'Orangerie et me suis assise sur un banc, observant les familles qui promenaient leurs enfants entre Noël et le Nouvel An. Des enfants. Encore une chose que Françoise mentionnait régulièrement. Quand allez-vous nous donner des petits-enfants? L'horloge tourne, tu sais. Comme si mon corps n'était qu'un autre domaine où elle pensait avoir son mot à dire. Cette nuit-là, j'ai ressorti mon vieil appareil photo du fond de ma valise. Je l'ai nettoyé soigneusement, vérifié les réglages, changé la batterie. C'était comme retrouver un vieil ami. J'ai parcouru les anciennes photos stockées sur la carte mémoire des images de Montpellier, de ma famille, de mes expositions. Des souvenirs d'une Claire que j'avais presque oubliée. Le 3e jour, j'ai finalement répondu à l'un des appels de Mathieu. « Claire, mon Dieu, j'étais tellement inquiet, a-t-il dit, sa voix mêlant soulagement et reproche. Pourquoi ne réponds-tu pas à mes messages? J'avais besoin de temps, Mathieu. Pour réfléchir, pour faire le point. Ma mère a appelé. Elle dit qu'elle est désolée si tu t'es senti exclu. Elle ne voulait pas, Mathieu, l'ai-je coupé doucement, je ne veux pas parler de ta mère maintenant. Je veux parler de nous. Un silence s'est installé. J'entendais sa respiration, légèrement irrégulière, comme si lui aussi retenait des larmes. Je rentre demain, ai-je annoncé. Mais ce ne sera pas pour continuer comme avant. J'ai des choses à te dire, des décisions à prendre. Quelles décisions? Sa voix s'est tendue d'appréhension. Des décisions sur ce que je veux pour ma vie, Mathieu. Sur ce que je ne peux plus accepter. Sur mes limites et mes besoins. Est-ce que tu vas me quitter? Il a finalement posé la question qui flottait entre nous. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Ça dépendra en partie de toi, de ce que tu es prêt à comprendre et à changer. Mais surtout, ça dépendra de moi, de ce dont j'ai besoin pour être heureuse. Nous avons convenu qu'il ne serait pas à l'appartement quand je rentrerai. J'avais besoin d'espace pour rassembler mes pensées, décider quoi emporter si je choisissais de partir, quoi dire si je choisissais de rester. Ce soir-là, j'ai dépoussiéré un vieux projet professionnel que j'avais mis de côté en me mariant. Un livre de photographie sur les contrastes architecturaux dans les villes françaises, la lumière du sud contre les textures du nord, l'ancien et le moderne, la nature et l'urbain. J'avais déjà rassemblé beaucoup de matériel pour la partie méditerranéenne. Et maintenant, ironiquement, j'avais passé 3 ans dans une des plus belles villes du Nord sans jamais vraiment la photographier avec intention. Peut-être que tout n'avait pas été perdu, finalement. Peut-être que cette douleur, cette clarté nouvelle, pouvait être transformée en quelque chose de beau. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à travailler sur une proposition pour une maison d'édition. Les mots sont venus facilement, portés par une énergie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. À 3 heures du matin, épuisée mais satisfaite, j'ai enregistré mon travail et je me suis couchée. Je n'ai pas dit à Mathieu où j'étais exactement. Je n'en avais pas besoin. S'il voulait vraiment me trouver, il le pourrait. Mais je n'attendais plus. J'avançais, un pas calme et confiant à la fois. Noël est venu et reparti. J'ai passé le réveillon du Nouvel An avec des personnes qui me voyaient vraiment, ma sœur Élise venue expressément de Montpellier, quelques anciennes amies retrouvées par hasard, et même Madame Moreau, la voisine du dessus qui m'avait apporté une galette des rois faite maison. Nous avons ri, pleuré, joué à des jeux de société, et échangé de petits cadeaux sincères. Ce n'était pas extravagant, mais c'était authentique. Élise était arrivée 2 jours après Noël, débarquant à la gare de Strasbourg avec sa valise rouge et son énergie contagieuse. Elle n'avait pas posé de questions quand je lui avais demandé de venir, avait simplement pris un congé au cabinet d'avocat où elle travaillait et acheté un billet de train. Alors, c'est ici que tu vis depuis 3 ans, avait-elle commenté en entrant dans mon appartement. Ses yeux avaient balayé la pièce, notant les détails que je ne voyais même plus, les photos de la famille Keller sur les murs, l'absence presque totale de touches personnelles qui reflétaient mes goûts.
J'avais récupéré quelques affaires et nous étions allés dans un petit Airbnb que j'avais loué dans le quartier de la Cruteno, loin de l'appartement que je partageais avec Mathieu. J'avais besoin de neutralité, d'un espace non marqué par nos histoires pour réfléchir clairement. Mathieu avait continué à envoyer des messages. Des longs. Des excuses, des explications, même des photos de l'enveloppe que j'avais laissée. Je n'avais pas répondu, pas tout de suite. J'avais besoin de construire quelque chose pour moi-même avant de pouvoir laisser quiconque revenir dans ma vie. Peut-être qu'un jour je lui reparlerai. Peut-être pas. Ce serait ma décision. Élise et moi avions passé des journées entières à explorer Strasbourg, mon appareil photo en bandoulière. Je lui montrais la ville à travers mon objectif, capturant non pas les clichés touristiques habituels, mais les détails que 3 ans de vie ici m'avaient appris à voir, la façon dont la lumière frappait les vitraux de la cathédrale à certaines heures, les canaux paisibles de la petite France au petit matin, les graffitis poétiques cachés dans les ruelles du quartier étudiant. « Tu es doué », avait remarqué Élise en parcourant les photos sur l'écran de mon appareil. « Tu as toujours été doué. Je ne comprends pas pourquoi tu as arrêté. » Parce que je pensais devoir devenir quelqu'un d'autre pour être aimé, avais-je répondu simplement. Pour le réveillon du Nouvel An, nous avions organisé une petite soirée improvisée. Élise avait insisté pour inviter Sophie et Karine, 2 anciennes camarades de lycée qui vivaient maintenant à Strasbourg et que j'avais perdu de vue après mon mariage. « Tu as besoin de te reconnecter avec ton passé », avait-elle décrété. Elle avait raison, comme souvent. Sophie était arrivée avec son compagnon, Marc, et une bouteille de crément d'Alsace. Karine, toujours aussi exubérante, avait apporté un assortiment de tapas et des cotillons. Madame Moreau, que j'avais croisée dans l'escalier et spontanément invitée, s'était présentée avec une galette et un sourire chaleureux. Normalement, on attend l'épiphanie pour la galette, avait-elle expliqué, mais je me suis dit que vous pourriez avoir besoin d'un peu de douceur maintenant. Et puis, rien de tel qu'une couronne pour commencer une nouvelle année en Rennes. Nous avions dîné, bu, partagé des histoires. Pas une seule fois je n'avais eu à expliquer ou justifier mes choix, mes goûts, mes traditions. Personne n'avait levé les yeux au ciel quand j'avais mentionné mon envie de reprendre sérieusement la photographie. Personne n'avait fait de commentaires sur mon accent du Sud qui ressortait plus fortement depuis l'arrivée d'Élise. À minuit, nous étions montés sur le toit terrasse de l'immeuble pour voir les feux d'artifice illuminer le ciel au-dessus de Strasbourg. La ville s'étendait à nos pieds, scintillante et pleine de promesses. J'avais laissé les larmes couler librement sur mes joues, non pas de tristesse cette fois, mais de gratitude pour ce moment de vérité et de connexion. À la nouvelle année, avait porté Élise en levant son verre. Et à ma sœur qui se retrouve enfin. Nous avions tous trinqué, et j'avais senti une chaleur se répandre en moi qui n'avait rien à voir avec le champagne. Plus tard dans la nuit, alors que les autres dormaient ou bavardaient doucement dans le salon, j'étais sortie sur le petit balcon avec mon téléphone. J'avais ouvert ma messagerie et trouvé le dernier message de Mathieu, envoyé quelques heures plus tôt. « Bonne année, Claire. Où que tu sois, j'espère que tu vas bien. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. J'ai compris des choses que j'aurais dû voir il y a longtemps. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, juste de me donner une chance de te montrer que je peux changer. Je t'aime. Mathieu. » J'ai contemplé ces mots un long moment, essayant de démêler ce que je ressentais. Il y avait toujours de l'amour, bien sûr. On n'efface pas 3 ans de vie commune en une semaine. Mais il y avait aussi de la méfiance, de la douleur, et une nouvelle détermination à ne plus jamais me perdre de vue. J'ai finalement répondu, « Bonne année à toi aussi. Je ne suis pas prête à parler, mais je le serai un jour. Ce jour-là, nous aurons une conversation honnête sur ce que signifie vraiment le respect et l'amour. En attendant, je redécouvre qui je suis sans les attentes de ta famille, et même les tiennes. Cette version de moi m'avait manqué. » J'ai appuyé sur « Envoyer » sans hésitation, puis j'ai rangé mon téléphone. Dans l'appartement, j'entendais les rires d'Élise et de Karine qui se racontaient des anecdotes de notre jeunesse. La voix douce de Madame Moreau qui partageait une recette avec Sophie. Des sons simples, ordinaires, mais qui résonnaient en moi comme une promesse de guérison. Janvier s'est déroulé dans un étrange état de suspension. J'ai trouvé un petit studio à louer pour quelques mois dans le quartier Comtade, près du parc.
J'ai commencé à rassembler mes affaires à l'appartement quand Mathieu était au travail, laissant une liste précise de ce qui était à moi et ce que je prenais. J'étais méthodique, calme, déterminée. Élise est repartie à Montpellier avec la promesse de me trouver quelques contacts dans le monde de la photographie d'art. Je lui avais montré mon projet de livre, et elle y avait cru immédiatement, avec cette confiance absolue qui avait toujours été sa marque de fabrique. « Tu as toujours su voir la beauté là où les autres ne voyaient que l'ordinaire », m'avait-elle dit en m'embrassant sur le quai de la gare. « Ne laisse plus personne t'empêcher de la montrer au monde. » J'ai continué mes séances avec Dr Lambert, 2 fois par semaine. Nous avons parlé de mon enfance à Montpellier, de ma relation avec mes parents, de ma rencontre avec Mathieu, de ces petits compromis quotidiens qui, mis bout à bout, m'avaient fait perdre de vue qui j'étais. Le plus difficile, lui ai-je confié lors d'une séance, c'est que je l'aime toujours. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré sa lâcheté face à sa famille, je l'aime. L'amour n'est pas le problème, avait-elle répondu. On peut aimer quelqu'un profondément et reconnaître que la relation n'est pas saine telle qu'elle est. La question est de savoir si cet amour peut exister dans un contexte de respect mutuel. Un matin de fin janvier, j'ai reçu un email d'une maison d'édition spécialisée dans les beaux livres de photographie. Ils étaient intéressés par mon projet Nord-Sud, dialogues architecturaux. Ils voulaient voir plus d'images, discuter d'un calendrier potentiel. J'ai dansé seule dans mon petit studio, le cœur battant d'excitation. Ce même jour, j'ai accepté de rencontrer Mathieu pour un café. Nous avons choisi un lieu neutre, une petite brasserie près de la place Broglie où ni l'un ni l'autre n'avait de souvenirs particuliers. Il est arrivé en avance, nerveux, les mains jouant avec la anse de sa tasse. Il avait maigri, des cernes sombres marquaient ses yeux. Mais il y avait aussi quelque chose de différent dans sa posture, une forme de résolution que je ne lui connaissais pas. « Merci d'être venu », a-t-il dit simplement quand je me suis assise. « J'ai des nouvelles », ai-je annoncé sans préambule. Une maison d'édition est intéressée par mon projet de livre de photographie. Son visage s'est éclairé d'une joie sincère. « Claire, c'est merveilleux. Je suis tellement heureux pour toi. »« Merci », ai-je répondu, surprise par sa réaction. Le Mathieu d'avant aurait immédiatement demandé si c'était bien raisonnable, si c'était vraiment le bon moment, si je ne devrais pas d'abord. « J'ai beaucoup réfléchi », a-t-il continué. « J'ai même commencé à voir quelqu'un, un psychologue. Il m'aide à comprendre pourquoi j'ai toujours placé les attentes de ma famille au-dessus de tout, même de toi. Pourquoi j'ai été incapable de te défendre. » J'ai hoché la tête, l'encourageant à continuer. « Je ne vais pas te promettre que tout sera parfait du jour au lendemain. Ma mère, elle est comme elle est. Mais j'ai compris que je ne pouvais pas continuer à être pris entre vous deux, à toujours choisir le chemin de la moindre résistance. » « Et qu'est-ce que tu as décidé ?» Il a pris une profonde inspiration. « Que si tu me laisses une autre chance, je ferai les choses différemment. Je t'écouterai vraiment, je te soutiendrai dans tes projets, je fixerai des limites claires avec ma famille. Je t'aime, Claire. Ces dernières semaines sans toi m'ont fait réaliser à quel point je ne veux pas te perdre. J'ai regardé cet homme que j'avais aimé, que j'aimais encore malgré tout. J'ai vu sa sincérité, sa douleur, son désir de changement. Mais j'ai aussi vu le long chemin qui nous attendait. Je ne sais pas, Mathieu. J'ai besoin de plus de temps. De plus d'espace. De construire quelque chose pour moi-même avant de pouvoir envisager de reconstruire quelque chose avec toi. » Il a acquiescé lentement. « Je comprends. Je respecterai ton rythme. Mais sache que je t'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. » Nous avons fini nos cafés en parlant de choses plus légères, de sa nouvelle année de travail, de mes photographies récentes, de mon projet de retourner quelques semaines à Montpellier pour la partie sud de mon livre. En nous séparant, il m'a serré dans ses bras, brièvement mais intensément. « Je suis fier de toi », a-t-il murmuré. « De la femme que tu es, que tu as toujours été. » Ce soir-là, debout sur le balcon de mon petit studio, enveloppé dans un pull chaud et tenant ma propre main dans le calme, j'ai murmuré pour moi-même, je ne me suis pas oublié. Et je ne m'oublierai plus jamais.